Aujourd'hui, sous les feux de la critique, des réunions à n'en plus finir, des zombies, des éboueurs, une piste de danse et un concierge de lycée. Tout à l'heure, nous parlerons de 2 disques qui seront sur nos platines, Palo Alto de Thelonious Monk et Roisin Machine de Roisin Murphy. Ce sera donc jazz et disco. Mais pour l'heure, place au cinéma. Je suis en compagnie d'Olivier Lame, journaliste et critique à Libération, et de Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma. Dans quelques instants, nous parlerons de City Hall, film de Frédéric Wiseman, mais tout de suite, plein feu sur le seul blockbuster qui sort en cet automne sinistré, Peninsula du coréen Yeon Sang-ho dans les salles depuis mercredi dernier. ARP qui distribue le film avait d'abord annulé la sortie du film le jour de l'annonce du couvre-feu, c'était pile ce jour-là, puis l'avait finalement rétabli, un geste militant pour soutenir les salles et le cinéma. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. 미쳤어? 거길 또 들어간다고? You get the truck, come back with the money. That's $2.5 million per head if you come back alive. 살고 싶으면 타요. 아저씨는 들깨생활 처음인가 보네. 아침에 움직이자. 내가 또 나서야 되나? 죽여 그냥! 죽여! 못 잡아? Si vous n'étiez pas encore bien réveillé, là, vous l'êtes sans doute. De Yeon Sang-ho, on connaît Dernier train pour Busan, qui avait connu un succès certain, public et critique en 2016. Peninsula est la suite de cette histoire, une histoire de virus, qui s'étendait à toute la Corée du Sud et transformait les humains en zombies. On retrouve donc ce monde quelques années plus tard. La péninsule coréenne a été entièrement isolée et ceux qui ont réussi à s'enfuir errent dans des pays voisins. Notre héros, un ancien militaire, est de ceux-là. Il se retrouve embarqué par la pègre hongkongaise dans une mission pour aller récupérer en Corée un camion bourré de dollars. Le voilà donc qui débarque avec quelques acolytes sur place. Il ne va pas tarder à se rendre compte que la péninsule n'est pas habitée que par des zombies. Olivier Lame, un premier regard sur ce film. C'est une déception et en même temps c'est bourré de choses très intéressantes sur on va dire l'extension du domaine du blockbuster, puisque là on a un film qui nous vient de Corée du Sud et qui est la suite d'un film qui a énormément marché dans le monde entier. Donc voilà, à l'heure où on n'a plus de blockbuster américain, ça permet aussi de se rendre compte de ce que ça fait un film à grand spectacle qui nous arrive dans le contexte étrange qu'est le nôtre. Charlotte Garçon. Oui, on a l'impression qu'on a besoin d'une dose de cinéma, d'action, à la fois avec des décors élaborés, etc. Donc on peut effectivement se la procurer en allant voir ce film, qui est une sorte de synthèse de beaucoup d'autres films. Bien sûr, les films de zombies depuis George Romero, mais aussi effectivement des séquences d'action. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, bizarrement, ce sont les poursuites en voiture, qui me semblent quand même mieux mises en scène que le reste. Et surtout, j'ai été très déçue par le reste, l'écriture du récit du film, mais on va peut-être Alors, commençons par ce qui peut plaire, parce qu'en effet, cette satisfaction qu'on peut avoir à voir ce genre de film aujourd'hui, Olivier Lame. Je vais aller assez rapidement sur la satisfaction. Non, il y a quelque chose je trouve, de très opportun dans l'émergence du zombie sud-coréen, en tout cas tel que l'a imaginé Yeon Sang-ho. Il a une vivacité, il a sa manière de se relever comme par magie, qui m'a semblé à l'époque où on avait découvert Le Dernier train pour Busan, très emblématique, voire symbolique d'une vivacité vraiment intense du cinéma de genre sud-coréen. Même si j'avais pas été à l'époque aussi ébloui que d'autres spectateurs. J'avais trouvé que c'était un assez petit film inventif et assez efficace, surtout en regard des autres films de zombies à grand spectacle américains de l'époque, très prétentieux et lourdins comme World War Z. Je pense que c'était un film avec Brad Pitt, qu'on a pas mal oublié d'ailleurs. Adapté pourtant des tas de zombies. Exactement. L'image oui, qui reste, à l'échelle mondiale, une espèce d'extension mondiale du problème du zombie plutôt que du local, qui était adapté d'un livre de Max Brooks, Fils de Mel, qui est très intéressant, mais
film était une catastrophe. Mais c'était quand même un film qui, moi, Busan, qui me paraissait quand même assez loin, on va dire, de films vraiment pour le coup très impressionnants, parce que très dense, très politique, très, très, très impressionnant en termes de mise en scène, comme évidemment ceux de Bong Joon-ho, mais aussi ceux de Na Hong-jin, un film qui s'appelle The Strangers, qui est un film d'horreur absolument incroyable, ou Battleship Island, qui est un film très politique réalisé par Ryu Sung-wan, qui était un film qui se passait dans une prison japonaise sur une île, qui était un film d'évasion, on va dire, à quelques heures des bombes atomiques sur Hiroshima, Nagasaki, qui sont des films vraiment, s'il y a des auditeurs qui les ont pas vus, qui trouvent une manière de les voir le plus rapidement possible, parce que voilà, mais il se trouve que c'est Busan qui a fait ce score mondial et c'est ce qui a provoqué cet engouement. Et évidemment, Peninsula a la lourde tâche de lui donner une suite et d'être à la limite un blockbuster. C'est moins une démonstration de force d'un cinéaste que vraiment d'une industrie. C'est-à-dire que là, l'industrie du cinéma, on va dire, du cinéma commercial sud-coréen sait que ce film sera beaucoup plus vu que beaucoup de films sud-coréens qui sortent. Surtout après, évidemment, le succès du dernier Bong Joon-ho, qui a après l'Oscar de Parasite. Et on se retrouve avec cette erreur un peu sempiternelle historique qui est l'inflation, et surtout on va dire une inflation dans l'espace qui, je pense, trahit complètement ce qu'était le projet Busan. Mais on y reviendra, une histoire d'espace. C'est-à-dire, si on s'étend dans un espace, et là à la limite c'est la Corée du Sud tout entière, évidemment il faut arriver à en faire quelque chose, et là ça ressemble quand même à un jeu vidéo sur rail, mais on y reviendra sans doute. Ce qui est étonnant, parce que le titre, au contraire, circonscrit, donc on pourrait s'attendre à quelque chose de très, très concentré dans les décors et dans la manière de traiter l'espace. Charlotte Garçon. Oui, vous avez raison. C'est peut-être injuste de le comparer à Bong Joon-ho, mais en même temps, Bong Joon-ho a quand même signé The Host, avec justement cette histoire de virus qui s'échappait d'un laboratoire, avait aussi un rapport père-fille d'un père avec ses enfants qui était central. Et ici, dans ce film-ci, c'est l'histoire d'un homme qui n'est pas père, mais qui par 2 fois va laisser tomber une famille, et qui va donc ensuite avoir cette idée de sauver la femme et ses enfants qu'il n'avait pas sauvés. Donc il y a quand même des rapprochements entre les deux. Et puis Parasite, le titre de la Palme d'Or de Bong Joon-ho, était aussi quand même portait cette idée métaphorique de la contagion. Ici, en comparant, effectivement, on a quelque chose de beaucoup plus dilué. À la fois, vous le disiez, dilué dans l'espace, parce que contrairement à Dernier Train pour Busan, on n'a pas un décor qui offre une scène, une espèce de petit théâtre très très resserré. Il va falloir penser l'espace différemment. Je trouve qu'il est tout de même circonscrit. Alors c'est vrai que tout a l'air verdâtre, bleuâtre, un peu grisé par les ruines, par le fait qu'on ait laissé la Corée devenir décatie, mais on est dans une banlieue portuaire, ça c'est assez bien fait. Et puis on retrouve tout de même un décor plus resserré, qui est une sorte de centre commercial avec donc un système en galerie, un patio comme ça au milieu, qui va servir d'arène à des jeux du cirque, à la milice de survivants locaux qui sont devenus évidemment des brutes, c'est-à-dire nous. Je veux dire, nous, après quelques mois de couvre-feu, sans doute. C'est des militaires quand même. Oui. Ils sont dégénérés, entre guillemets, à la base. Mais disons que si on pousse un petit peu, survivre, c'est la loi du plus fort, et c'est aussi la loi du plus cruel, la loi de celui qui trouvera du divertissement dans le traitement concentrationnaire cruel. Voilà. On a un chef, d'ailleurs, qui n'est lui-même pas physiquement brutal, mais qui est, je trouve, décrit de manière quasi homophobe, d'ailleurs. Un jeune... Oui, il y a une scène un peu problématique de oui, un jeune chef qui est dépeint un peu comme un néron, finalement, qui regarde un peu ces jeux du cirque dans lesquels on met ce qu'on appelle des chiens errants, c'est-à-dire des gens qui ont survécu, mais qui ne sont pas devenus des zombies, mais qui ne font pas partie de cette horde mafieuse dominante. Donc il y a quand même un travail de micro-société re-hiérarchisée qui est traditionnel dans le film de genre, mais tout me paraît un peu frappé du sceau de la série B, ce qui serait pour certains absolument à aller voir. Moi, comme ça ne m'intéresse pas spécialement, je trouve que tout a déjà été vu. On a l'impression de cartes rebattues. Oui, ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que vous disiez sur cette espèce d'espace où s'est implantée la pègre, c'est que c'est pas tant un film, moi j'étais assez surprise, j'avais pas vu Dernier Train pour Busan, pas tant un film de zombies
qu'un film de genre presque, qui d'ailleurs adopte parfois des codes du film de mafia, du film noir aussi. Et la menace, c'est pas tant le virus, ça peut nous parler aujourd'hui, que la manière dont on gouverne après la catastrophe. En fait, et ça pourrait être une piste. Oui, il ne s'intéresse pas du tout au virus et ni tellement aux zombies. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu leur transformation, ils semblent ne plus avoir de colonne vertébrale tellement ils se distordent. Voilà, une fois qu'on est croqué, on devient un zombie et on fait partie de grappes, de hordes qui sont comme des moutons, mais ça c'était déjà chez Georges Romero, la forte lumière les attire. Donc ça donne quand même lieu à cette fameuse grosse scène de poursuite automobile avec des très forts projecteurs que j'ai trouvé quand même très réussi. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il faut, pour que certaines séquences fonctionnent du point de vue de la mise en scène, qu'il n'y ait pas du tout ni de psychologie valable, ni de théorie sur ce que c'est que le zombie, le virus, etc. Il faut être vraiment dans l'action pure. Olivier Lam. Ce qui est complètement faux, précisément, parce qu'une bonne scène d'action, elle doit être dans une série B, parce qu'on peut se souvenir de certains très grands films, dont certains ici sont vraiment directement référés. Enfin, évidemment, l'espace clos, c'est le centre commercial de Zombies, donc le deuxième Romero. La course-poursuite, c'est évidemment Mad Max 2. Voilà. Oui, les voitures ressemblent beaucoup aux voitures de Mad Max. Avec cette volonté de revenir, ou peut-être Fury Road, donc les deux films de George Miller. L'idée de retourner sur les lieux du traumatisme originel, c'est Rambo 2, je suis désolé, mais c'est littéralement ça, qui est un film d'ailleurs qui avait été écrit par James Cameron à l'époque. Et tous ces films-là, qui étaient des films de série B, présentaient des scènes d'action qui étaient extrêmement vibrantes, parce que tous les enjeux, au moment où des grandes scènes d'action, la grande scène d'action finale de Mad Max 2 par exemple, a été gorgé de tous les enjeux, de tous les personnages avant. Or là, et c'était, je pense, une des raisons du succès du dernier Train pour Busan, c'est que c'est un film qui présentait des enjeux moraux, des dilemmes moraux très forts aux personnages. Là, on a l'impression que ça va être rejoué au début du film. Seulement, le personnage qui fait un choix, on peut dire qu'on peut juger discutable, n'a pas à en assumer les conséquences par la suite, puisqu'il retrouve un personnage qu'il avait croisé et qu'il avait, entre guillemets, laissé mourir sur le bâchement. C'est la rédemption totale. Voilà. Mais ça qui est une idée assez classique du film d'horreur, c'est-à-dire remplir de tensions, etc., des enjeux, etc., entre des personnages, pour ensuite que l'action, la violence, etc., l'horreur, évidemment, nous explose à la figure d'une manière qui nous concerne. Là, on est vraiment dans le cas d'un blockbuster très contemporain, au sens où les enjeux, le film gigote dans tous les sens, mais les enjeux ne sont pas intéressants, ce qui fait que peu importe tel personnage qui meurt pas, etc., ça n'a aucun intérêt. Et comme tout est surligné par une espèce de sirop mélodramatique complètement artificiel, tout ça, évidemment, nous laisse un peu sur le bas-côté. On regarde, pas forcément sans déplaisir, effectivement, la scène d'action finale, quand bien même, si on doit la comparer à celle de Mad Max, même Fury Road, c'est quand même que des voitures de synthèse. Donc ça, même les enjeux, j'ai envie de dire, de carcasse, de physique, etc., on les ressent pas vraiment. Donc finalement, tout tombe un peu à l'eau, tout s'écroule, et il y a ni le film de zombie, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas le reste non plus. Charlotte Garçon. Et pourtant, il a tenu à finir son film de manière quasi ridicule, avec aussi des casques bleus, et notamment à boucler la boucle mélodramatique. Et effectivement, je suis d'accord, très mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de psychologie. À la limite, ça, c'était plutôt intéressant. C'est-à-dire que le personnage principal est très renfrogné, très triste, très dépressif, en fait. Disons que ça peut être considéré comme intéressant. Mais ensuite, quand arrive la femme qu'il avait laissée sur le bas-côté, avec ses enfants qui ont grandi, il n'en fait rien. C'est-à-dire qu'ils ne se développent pas vraiment entre eux le moindre sentiment durable, et on a l'impression que tout ça est fait sans grande ardeur. Au fond, on n'est pas très investi. Je reviens à quelque chose dont vous aviez parlé, Olivier, c'est sur la spécificité de ce blockbuster de par son origine sud-coréenne. Je trouve quand même intéressant, mais c'est une sorte de travail de détection qui n'intéresse peut-être que moi, de comparer, de voir ce qui résiste justement à la logique du blockbuster à l'américaine. Il y a quand même des choses qui sont de l'ordre culturel dans peut-être les rapports aux personnages, la manière dont sont dirigés les acteurs, qui résistent à la grosse machine du film hollywoodien et qui sont intéressants. Et je trouve notamment dans le
le faciès, les visages des personnages qui sont très outrés, qui jouent vraiment, qui surjouent. Vous parliez du héros, il surjoue la dépression. Il y a ce personnage un peu clownesque d'un grand-père inventé par les 2 petites filles qui sont des rescapés et qui est joué, je sais plus le nom, mais qui est un acteur qu'on connaît par ailleurs, qui joue chez Hong Sang-soo et qui, pareil, est très outré à quelque chose de burlesque. Tout ça est assez étonnant pour un spectateur, disons, occidental, Charlotte Garçon. Est-ce que ça ne vient pas des films d'animation qu'il a fait, puisque va ressortir le 4 novembre The King of Pigs, par exemple, qui a été fait il y a une dizaine d'années par le même réalisateur. On a plutôt l'impression du cartoon que disons, d'une différence culturelle qui serait... non, je ne pense pas qu'il y ait une différence culturelle frappante, sinon peut-être ce côté cartoonesque. Olivier Lam ? Non, mais je pense qu'évidemment, c'est lié au fait que le film a d'abord été pensé, j'imagine, en premier lieu pour être un succès au box-office coréen, qu'évidemment, il y a des spécificités culturelles, mais je me souviens très bien, quand on a découvert Memories of Murder, il y avait des espèces d'éclats d'humour très étranges qui effectivement nous paraissaient, évidemment, à nos yeux étranges, et qui, je pense, étaient liés à une tradition burlesque spécifiquement sud-coréenne. Mais faut quand même, quand même c'est assez intéressant, effectivement, c'est un peu rafraîchissant de voir effectivement des personnages écrits et joués comme ça. Ça n'a rien à voir au fait de découvrir, je sais pas, par exemple le film de Choi-Ark, par exemple, comme Les Détectives D, qui pour le coup là nous plonge vraiment dans une manière de raconter l'histoire, de montrer l'action, de montrer les enjeux entre les personnages, qui pour le coup est totalement autre. Donc moi je pense que même cette piste-là finalement, je pense qu'elle a été relativement gommée pour cette volonté, effectivement, que le film... D'ailleurs, le fait qu'il y ait des acteurs anglophones dans le film tendrait à prouver que le film est quand même un peu préparé pour faire le tour du monde possible. Allez voir Peninsula, allez au cinéma, de toute façon. Peninsula de Yeon Sang-ho est en salle. France Culture. La critique. Lucille Como. On poursuit cette émission avec un autre film sorti au cinéma mercredi dernier, City Hall de Frederick Wiseman. Wiseman est américain, il est né en 1930 à Boston et c'est dans la mairie de Boston qu'il a longuement posé sa caméra, poursuivant ainsi l'exploration qu'il mène depuis des dizaines d'années dans diverses institutions américaines. À l'arrivée, 4h30, de longues séquences qui égrènent les minutes de longues réunions associatives, stratégiques et politiques, des rendez-vous courants et moins courants, des festivités aussi diverses. Ça palabre beaucoup, on va l'entendre dans l'extrait de la bande-annonce, et cette parole est rythmée par des interludes silencieux, filmés en extérieur dans Boston, des avenues, des gratte-ciel, des maisons typiques de la Nouvelle-Angleterre. Tout de suite, la bande-annonce. How do we tell the story about what's happening here? Like, what's the story that Boston's trying to tell? We have great prosperity in the city of Boston right now. And 1 out of every 6 Bostonians struggle with food insecurity. We need to work together to tackle this issue to get that number to 0. There is no doubt that there are disparities that exist. And there are systemic barriers and policy barriers. And we want to address them. In my years of being president of NAACP, there was never this much focus on being involved in civil rights. How do you take your expertise and take it out to the community and give people opportunities? Our job is to represent and support the people of Boston. The impact can be made locally. And all it takes is one city. Charlotte Garçon, le film de Wiseman fait la une des cahiers du cinéma. Un premier regard peut-être sur la jeunesse de ce film, sur ce qu'il représente dans la filmographie vaste de Frederick Wiseman. Il est en droite ligne de ce qu'il a fait ces dernières années, c'est-à-dire effectivement des films très longs et des films qui sont un petit peu moins cantonnés à un seul lieu au sens physique. Justement, on parlait du train pour Busan, pour le film précédent. Ici, ce n'est pas exactement seulement la mairie, en fait, c'est tout le champ d'action de la mairie d'une très grande ville, c'est-à-dire que c'est aussi du coup la voirie, donc les rues, tout le système de sanitation de poubelles. C'est aussi aller envoyer un dératiseur chez quelqu'un ou un inspecteur quand quelqu'un fait construire une maison pour savoir si elle va être, dans les normes de sécurité. Donc en réalité, c'est aussi un peu un prétexte tout simplement pour quadriller le monde, trouver une façon de contenir en un seul film une représentation d'énormément d'aspects de la vie ensemble. J'ose plus dire vivre ensemble parce que c'est très connoté. Mais ceci dit, c'est un film qui déplie, enfin qui peut faire résonner le vivre ensemble différemment, justement. Olivier Lam. Oui, le vivre ensemble, mais pas tous ensemble.
qu'il y a quand même un nombre assez conséquent de citoyens américains qui sont littéralement tenus hors champ du film, tenus à l'écart, si j'ose dire, puisqu'il n'y a pas de paroles contradictoires dans le film. C'est la chose qui me passionne, c'est ce que le film fait, mais aussi ce qu'il ne fait pas. Par exemple, on parlait du fait qu'effectivement, on voyait toute l'action de la mairie effectivement, qui était mise en œuvre par le travail des éboueurs, par le travail des gens qui coupent les arbres, etc. Mais Frédéric Wiseman ne filme pas vraiment le travail, comme d'autres documentaristes ont pu le faire. Il le regarde un peu, mais très rapidement. Et surtout, il tient hors champ, on va dire, tout ce qui lui semble faire partie de ce qui viendrait quand même amener une dissonance en fait à ce qui nous montre quand même comme un concert de paroles très engagé, érudite, intellectuelle et de gauche, il faut le dire, dans une conception très américaine de la gauche, et aussi d'une parole très empreinte de fiction, si j'ose dire, puisqu'il y a évidemment un storytelling qui se fait à travers la parole du maire, Marty Walsh, qui est un maire idéal, entre guillemets, en tout cas idéalisé. Démocrate, d'origine irlandaise populaire. Voilà, et qui travaille en plus effectivement dans une ville, Boston, qui est une ville qui est une exception, j'ai envie de dire, dans l'Amérique contemporaine, puisque c'est une ville qui est très mélangée. Plus de 55% de la population est non blanche, 28% née à l'étranger, c'est quand même c'est pas rien. Une ville d'immigration, une ville qui fonctionne avec un taux de chômage très bas. Donc il nous montre quand même à la fois ce qu'on a l'impression pourrait être une sorte d'idéal pour Frédéric Wiseman, en tout cas un système qui fonctionne. Il faut dire aussi que c'est sa ville natale, donc je pense que c'est pas totalement anodin, même si lui raconte qu'il a envoyé plusieurs propositions à plusieurs maires aux États-Unis et que c'est la proposition qui a été acceptée parce que l'assistant du maire connaissait son travail. Donc ça c'est aussi intéressant. Ça montre quand même que c'est pas un film totalement neutre. Et aussi une ville qui est comme une sorte entre guillemets d'utopie. En tout cas, il la filme comme telle, notamment dans la manière dont elle est accompagnée par son premier, j'ai envie de dire, VRP, qui est le maire, et je pense qu'on va peut-être arriver à en parler, qui a quasiment une parole de fiction. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est comme une sorte de monde parallèle qui nous serait présenté, à la fois comme une réalité, mais aussi peut-être comme une réalité qui serait soulignée, poussée par une fiction, et on reviendra aussi à la manière dont le maire utilise de sa propre famille, des membres de sa famille, pour s'intégrer à un storytelling un peu idéal de success story qui serait lui, sa ville, etc. Enfin, mais je pense que évidemment on y reviendra. Évidemment, dans l'Amérique de Trump, tout ça n'est absolument pas anodin. C'est vrai qu'il y a une scène qui est quasi finale, jusque-là je m'étais pas posé la question en réalité, où il y a enfin un tout petit peu de dissonance, c'est-à-dire qu'il y a une femme dans une réunion sur la question de l'implantation d'une boutique de cannabis thérapeutique dans un quartier un peu sensible, qui prend la parole à un moment donné, et elle a un petit peu de virulence dans la voix, et elle dit mais attendez, il faut qu'on soit plus consulté, qu'est-ce que vous faites à la mairie? C'est le seul moment, et c'est vraiment à la fin du film, où on peut se dire ah mais oui, mais c'est vrai, jusque-là toutes ces réunions, vastes, pas vastes, des fois ils sont 2, des fois ils sont 50, se passent dans une espèce de convivialité, courtoisie absolue. Charlotte Garçon, est-ce que c'est un problème quand on voit le film? Alors, il faut quand même se dire que la plupart des documentaires politiques se basent sur une forme de mise en conflit, d'une certaine façon, de théâtralité, de la mise en conflit politique ou de l'affrontement rhétorique. Donc, moi, je trouve ça déjà très rafraîchissant que ce ne soit pas à cela qu'il s'attelle. Du coup, on se dit, ah oui, mais il y a un côté administratif, technocratique, on voit comment les choses comment on en arrive à prendre des décisions, à faire des lois, à faire des actions au niveau municipal et aussi à en faire remonter d'autres à des niveaux plus élevés. J'allais dire, ça c'est une chance. C'est-à-dire qu'on n'y a pas accès justement parce que c'est très administratif, très technocratique, et on se plaint de cela. On se plaint d'être dirigé par des gens qui sont des hommes et des femmes de dossier. Bon, alors là on voit, et pas du tout, moi là je suis pas d'accord sur l'idée qu'il ne filme pas le travail, il ne filme que des gens au travail, parce que les gens dans ces réunions, ce sont des employés à différents niveaux, ce sont des chefs d'entreprise latinas par exemple, quand il y a cette réunion de femmes chefs d'entreprise latinas, ce sont que des gens qui parlent de leur travail et qui sont au travail devant nous, devant la caméra. Donc bien sûr qu'ils filment le travail. Et ensuite sur la question de la représentation, bien entendu, et le film n'est pas neutre, bien entendu il est politique et il n'est pas neutre, c'est deux choses différentes, mais et que bien entendu que l'homme politique, le politicien,
est un acteur et qu'il nous est montré comme tel. Ça n'est pas caché. Sinon, Wiseman aurait mis une seule scène de discours où il raconte son alcoolisme passé, son cancer quand il avait 7 ans, etc. Le fait qu'on le voit plusieurs fois nous montre bien que Wiseman sait bien que cet homme resserre plus ou moins ces mêmes détails autobiographiques dans plusieurs situations. Donc, sauf qu'il ne le juge pas, ça. Parce qu'à mon avis, Wiseman aime le spectacle. Sinon, il n'aurait pas signé son premier film Titicut Follies, il n'aurait pas appelé Titicut Follies, sachant que c'est le nom du spectacle fait par des détenus d'un hôpital psychiatrique pénitentiaire justement près de Boston, donc en 67, et que ça se ferme sur ce spectacle. Donc si vous regardez tous les films de Wiseman, il y en a quand même 45, il y a à chaque fois, vous disiez qu'il y a des intermèdes de silence, mais en fait il y a des intermèdes musicaux très très souvent, et tout simplement des gens qui vivent en partie en se mettant dans des situations de représentation, comme nous tous, c'est-à-dire que là, on l'est, par exemple, et il n'y a pas de raison que ça fasse pas partie du travail. Donc ça, d'autre part, juste dernière chose par rapport à ça, la représentation, c'est aussi une question politique. C'est-à-dire que c'est pas un jeu de mots. Ce Marty Walsh, il est là, il le dit dans le petit extrait qu'on a entendu, pour représenter ses administrés. Qu'est-ce que ça veut dire que représenter des gens quand on admet d'être d'une seule communauté, qui est la communauté irlandaise, alors qu'on sait très bien qu'il y en a plein d'autres dans cette ville. Voilà, il se pose tout le temps la question. Il se pose la question quand il veut que ses employés soient aussi de plein d'origines, et on le voit dans le film. Donc cette question de la représentativité, elle est liée à celle de la représentation et de ce côté théâtral, je trouve. Olivier Lam. Mais je suis entièrement d'accord, mais je voulais juste amener un préambule, parce qu'on peut partir du principe que Frédéric Wiseman, qui a fait des films qui entendaient embrasser une totalité, son film précédent était un film sur une commune quasiment 100% trumpiste, donc je trouve ça très intéressant que là, j'ai envie de dire, le film Regard, puisque c'est comme, peut-être que plus tard on le considérera comme une sorte de diptyque, nous montre effectivement que de l'autre côté, entre guillemets, ça peut fonctionner. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant de nous montrer comment ça fonctionne, parce qu'évidemment, il y a la parole, mais il y a aussi effectivement on voit l'action au niveau local, on voit à quel point elle est vitale, on voit le besoin de démocratie directe et comment il est j'ai envie de dire, il est assouvi, ce besoin. On voit une réunion de quartier pour discuter effectivement l'installation du dispensaire de marijuana, et on voit l'inquiétude et la discussion qui arrive, et on voit ce que c'est que la démocratie directe en action. Et on voit comment cette mairie, effectivement, est un contre-pouvoir littéral. On l'entend dans la parole politique, dans les moments les plus offensifs du maire, voilà, sur l'Obamacare, sur les aides aux personnes âgées. On le voit parler, effectivement, dans une maison de retraite à des gens qui n'ont littéralement plus d'argent pour acheter les médicaments qui leur sont vitaux. Et tout ça, effectivement, nous est montré comme j'ai envie de dire, l'essentiel de l'action politique. C'est ça qui est très intéressant, et qui est une sorte d'action politique qui nous est pas du tout montrée comme idéologique, mais qui nous est montrée comme fondamentale à la démocratie américaine. Évidemment, tout ça, encore une fois, j'ai envie de dire, est double et duel. Il y a une contradiction dans tout ça, mais il y a un pointillisme passionnant dans le montage qui nous montre effectivement entre les moments de discussion et les moments d'action, et les moments où effectivement la parole politique, la fiction politique entre guillemets, se met en action pour venir enrober tout ça. C'est pas forcément d'ailleurs à des fins électorales. Le film se termine, j'ai presque envie de dire, on va pas spoiler, mais non, quasiment à la veille de la réélection, voilà, du maire. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Donc il nous montre quand même que quelque chose peut fonctionner et peut effectivement aller dans un sens positif au niveau de l'action politique dans la démocratie américaine actuelle telle qu'elle est très abîmée. Voilà. On a un dernier tout petit mot, Charlotte Garçon. Le film sort 10 jours avant les élections américaines. Est-ce qu'il y a quelque chose de stratégique là-dedans? Est-ce que c'est un hasard? On a du mal à y croire. Non, mais bien sûr que Wiseman est anti-Trumpiste et suit la politique, mais c'est surtout ce que ce film nous montre, c'est qu'en politique, c'est peut-être le seul lieu où la parole peut avoir une vertu d'action. Elle peut avoir une vertu d'abord thérapeutique dans la grande scène des anciens combattants, de mise en spectacle de soi, et ça compte, c'est-à-dire qu'elle a un poids culturel qui change les choses et la façon dont les gens se représentent, mais elle a aussi un poids performatif quand on est au pouvoir. Et il montre que ceux qui sont au pouvoir peuvent s'en servir comme ça, pas forcément de manière diabolique, sadique et manichéenne. City Hall de Frédéric Wiseman est en salle depuis mercredi dernier.